Donc j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Dominique Pollack. Jean-Dominique est professeur, spécialiste en acoustique à l'université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université. Jean-Dominique était aussi le représentant français à l'EUACDE, je vais vous dire ce que c'est. C'est le Conseil pour la formation doctorale à l'Association des universités européennes. Et c'est à ce titre que je l'avais déjà invité l'année passée pour nous parler de la formation doctorale en Europe et plus particulièrement en France. Et je dois dire que la plupart des universités françaises se sont beaucoup inspirées du travail qui a été fait par le CDE pour appliquer les bonnes pratiques de la formation doctorale. Et lors des discussions que nous avions eues hors amphi, tous les deux, il m'avait expliqué qu'il préparait un large travail sur la formation à l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Et c'est donc à ce titre-là que je l'ai réinvité cette année pour nous parler de cette réflexion et de cette formation que, je le répète, nous avons obligation de faire à tous les doctorants. Donc je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir à Besançon. Et je vous passe la parole. Merci Alain pour cette introduction. Madame la vice-présidente de la région, monsieur le recteur de l'Académie de Besançon, mesdames et messieurs les vice-présidents des diverses universités de Bourgogne-Franche-Comté, mesdames et messieurs les directeurs d'écoles doctorales et leurs adjoints, chers collègues, chères doctorantes, chers doctorants, c'est un plaisir effectivement de venir ici présenter l'éthique et l'intégrité scientifique. Et en même temps, une grande question, pourquoi parler aujourd'hui d'éthique et d'intégrité scientifique alors que dans notre jeunesse, je pense à nous tous, on n'en parlait jamais. Et là, je ne fais que citer les maîtres, c'est-à-dire que quand on parle d'éthique et d'intégrité scientifique, il faut d'abord citer ses sources. Et on a toujours un peu l'impression de faire un plagiat de différentes personnes que l'on va reprendre. Donc, alors la première raison pour laquelle on parle aujourd'hui d'éthique et d'intégrité scientifique, c'est la première citation, c'est le rapport de Pierre Corvol qui a été fait l'an dernier et qui a réussi à obtenir que l'éthique et l'intégrité scientifique deviennent obligatoires dans la formation, non seulement des doctorants, mais aujourd'hui des masters également. Donc, et puis la deuxième personne responsable du fait que l'éthique et l'intégrité scientifique, et surtout l'intégrité scientifique, soient devenues aussi importantes, c'est la dernière personne, Nicholas Stenek, qui est le créateur de l'Office of Research Integrity aux États-Unis, et je dirais, la personne par qui tout est arrivé. Donc vous verrez très souvent des citations de Nicholas Stenek, comme par exemple sur ce transparent ici. Quelle est la différence finalement entre éthique et intégrité? Alors j'ai gardé le transparent en anglais, parce qu'on confond souvent un peu les deux. Les deux servent à décrire la conduite responsable de la recherche, car ce qui est important, ce n'est pas tellement les manquements à la recherche, c'est surtout de conduire sa recherche de façon responsable. Et donc on va différencier l'éthique, qui sont en fait des règles morales. Donc ce sont les règles morales de la recherche que l'on peut discuter, qui fait l'objet de colloques et qui fait l'objet de débats entre spécialistes. Et d'un côté, ce que les anglo-saxons appellent intégrité, qu'on devrait traduire en français par déontologie, et qui sont les règles de la profession, comme ça existe dans certaines professions, par exemple le droit, ou la médecine, où l'on doit appliquer un certain nombre de règles qui ne se discutent pas. Donc, si vous voulez, en deux mots, la différence entre l'éthique et l'intégrité. L'éthique, on peut en discuter, ça évolue. La déontologie ou l'intégrité, c'est un standard qui est accepté par la profession et que l'on doit appliquer, je dirais même qu'on le veuille ou non. Alors, d'où vient cet intérêt pour l'intégrité scientifique, puisqu'on vient de prendre le mot anglo-saxon?
Bien, ça vient en général de cas. Et donc, il y a eu des problèmes dans certaines universités, et c'est la raison pour laquelle les États-Unis sont en avance à peu près d'une décennie par rapport au reste du monde dans le domaine de l'intégrité scientifique. Les premiers cas, ils sont apparus dans les années 1980, ont défrayé la chronique et donc ont amené des réactions du gouvernement. Et à ce moment-là, les chercheurs se sont dit, on ne va pas laisser les politiques décider pour nous, c'est à nous de prendre les choses en main. D'où la mise en place de politiques et de l'Office of Research Integrity, qui arrive un tout petit peu plus tardivement, en 82 de mémoire, 92, et les premières règles de conduite responsable de la recherche qui sont édictées aux États-Unis vers les années 90. L'évolution dans le reste du monde, c'est-à-dire l'évolution globale, est décalée à peu près d'une décennie, comme vous pouvez le voir en dessous. Et donc, on va définir au niveau national aux États-Unis vers les années 2000 ce qu'on va appeler les FFP, c'est-à-dire les pratiques graves, les fraudes graves, qui sont plutôt ce qu'on appelle fabrication, falsification et plagiat. Et dans la foulée, vont avoir lieu un certain nombre de conférences internationales. La première conférence sur le sujet de mémoire, c'est celle de Montréal qui a lieu au milieu des années 2000. Et en 2010, il y a la déclaration de Singapour qui va figer d'une certaine manière ou commencer à définir qu'est-ce que l'éthique et quelles sont les conduites responsables de la recherche. Il n'empêche qu'il existe, toujours en citant Nicolas Stenek, un problème grave de définition, c'est-à-dire que la définition évolue. Et la dévolution américaine, en particulier, puisqu'on suit là-dessus les États-Unis, a évolué avec le temps. Donc au départ, il s'agissait de s'intéresser aux fraudes, c'est-à-dire ceux qui vraiment trichent avec la recherche. Puis il y a une concentration sur ce qu'on appelle les FFP, donc c'est le mot anglais mais ça se traduit aussi en français, fabrication, falsification, plagiat. Et donc ce sont des pratiques qui dévient fortement des pratiques normales de la recherche. Donc il n'est pas normal de fabriquer des données et après de les publier. Vous imaginez bien que je ne pense pas qu'une personne qui fabrique des données pense qu'elle ait le droit, que ça soit une pratique normale de la recherche. La falsification, c'est du même ordre. Et le plagiat aussi, c'est-à-dire copier le travail d'un autre et se l'attribuer, c'est vraiment, on ne peut pas faire ça de manière, je dirais, par inadvertance. Alors l'évolution va vers le fait qu'on ne peut pas se réduire simplement à falsification, fabrication et plagiat, mais que il faut aujourd'hui introduire d'autres éléments. Ce sont en particulier aux États-Unis, ce sont les politiques institutionnelles qui vont, donc les politiques propres de chaque institution qui vont ajouter les autres éléments. Se pose également la question de l'évaluation de cette évolution. Cette évolution a bien évidemment une grande force, c'est qu'elle focalise l'action sur les cas les plus graves, ce qui sont peut-être ceux qui sont les plus faciles aussi à traiter, mais la faiblesse, c'est qu'elle ignore le grand nombre de mauvaises pratiques qui ont un impact négatif sur la recherche. Et c'est plutôt sur ces mauvaises pratiques que je vais focaliser mon exposé, parce que d'une part, les pratiques graves comme falsification, fabrication et plagiat, comme je le dis, ça ne se fait pas par inadvertance. En plus, ce sont de petits nombres. Par contre, les pratiques douteuses de la recherche, les manquements quotidiens par inadvertance à la recherche, je citerai encore Pierre Corvol disant que la plupart d'entre nous, nous ne pouvons pas certifier que nous ne l'avons pas fait un jour ou un autre. Alors, aux États-Unis, la définition de l'intégrité est toujours en évolution. Donc, les définitions, donc, en 92, c'est la création de l'ORI aux États-Unis. Et
un traitement pénal. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si vous manquez quoi que ce soit, vous allez très vite, les tribunaux vont intervenir. Donc peut-être la particularité du traitement américain, c'est le traitement pénal. Mais aussi développement à partir du développement de l'ORI, donc je rappelle l'Office of Research Integrity, de prévention, de formation et aussi la protection des détecteurs d'alerte. Ce sont les gens qui sonnent l'alarme et disent attention, telle publication n'est pas valable. Donc je ne vais pas beaucoup insister sur les détecteurs d'alerte, mais c'est un véritable problème, car on ne peut pas d'abord donner l'alerte de manière anonyme. Ceci d'abord n'est pas acceptable en droit français. Et ensuite, si ce n'est pas de manière anonyme, il faut que les établissements se dotent de solutions pour que ces alertes puissent être déposées et que les donneurs d'alerte soient protégés. Alors, si l'on regarde au niveau international, l'approche est différente au Canada et en Australie. En particulier, dans ces deux pays, on s'est attaché à décrire les bonnes pratiques et à définir donc les méconduites comme manquement à ces bonnes pratiques. Donc pas le côté négatif, mais mettre le côté positif en avant. Et donc, bien évidemment, dans les cas graves, on demande ils doivent être signalés aux agences de financement, et les cas moins graves vont être traités au niveau local par les institutions. C'est mis en vigueur en particulier au Canada sous forme d'engagement légal, c'est-à-dire que si vous voulez une subvention pour la recherche, vous êtes obligé de vous engager à suivre les bonnes pratiques de la recherche. Et bien évidemment, dans ces cas-là, vous n'avez pas, en particulier au Québec, il n'y a pas de traitement pénal parce qu'on considère que ça n'est pas la meilleure solution. Mais bien sûr, il existe toujours des discussions sur le sujet. Alors, qu'en est-il en Europe ? Eh bien, les règles d'intégrité de la recherche, donc c'est un petit peu dépassé ce transparent, mais il est en gros toujours valable. Il y a très peu de pays où il existe une loi sur l'intégrité en recherche. Finalement, il n'y a que même les pays scandinaves et en fait seulement 2 d'entre eux. Cela date, comme vous voyez en bas, de 2013. Donc il existe une minorité de pays en Europe où il y avait un texte national. Alors cette minorité s'est peut-être transformée en majorité puisque la France en a adopté un il y a 2 ans, qui est la charte nationale de déontologie de la recherche. Donc en 2013, il n'était pas encore... cette charte n'avait pas été encore adoptée Donc cette charte nationale, elle a été adoptée par tous les établissements de recherche et par la CPU, la Conférence des présidents d'université. Donc en 2013, la France faisait encore partie de ces pays où il n'existait pas de texte national, mais des textes institutionnels. Et puis vous avez aussi un plus petit nombre de pays où il n'y avait pas du tout de texte. En particulier, c'est plutôt l'objet des pays du Sud. Donc, les structures qui vont recueillir les problèmes d'intégrité scientifique varient énormément. Donc là où vous avez des lois, eh bien ça peut aller jusqu'au pénal. Et donc quelles sont les structures ? Ce sont soit des commissions spéciales, soit des offices d'intégrité scientifique, comme la France vient de se doter aussi, soit tout simplement un médiateur au niveau national, comme c'est le cas en Allemagne. On trouve donc la nature des textes, comme je le disais, c'est soit des lois, soit des guides de bonne pratique, soit des règles de procédure. Alors, quelles sont les implications pratiques ? Dans ce transparent, j'ai repris un peu la distribution des pratiques de la recherche, des comportements en recherche, donc qui vont depuis la méconduite à gauche jusqu'à l'intégrité parfaite. Donc, vous imaginez que nous sommes strictement incapables de savoir le pourcentage de gens qui conduisent la recherche de manière parfaitement intègre. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est le nombre de cas de méconduite qui sont détectés.
Donc les cas graves, c'est-à-dire les falsifications, fabrications, plagiats, sont très faibles, de l'ordre du pourcentage. Vous avez des chiffres qui correspondent au nombre de cas sur 1000 chercheurs sur la partie droite. Vous voyez que c'est de l'ordre du %. Les pratiques douteuses de la recherche sont un peu plus nombreuses et donc ce sont des violations de règles, voire des problèmes de signature. Les problèmes de signature sont vraisemblablement le cas le plus important de pratiques douteuses de la recherche. C'est-à-dire qu'on fait signer quelqu'un qui n'avait aucune raison de signer, ou on oublie par inadvertance quelqu'un qui aurait dû signer, ou on oublie simplement de demander l'accord de l'un des signataires sur l'article. Et puis, du même ordre de grandeur, les pratiques de labo déficientes. Ces pratiques de labo déficientes, ça peut être un mauvais usage des statistiques, qui est vraisemblablement, dans les sciences de la vie, le cas le plus courant. Et donc, la question que l'on peut se poser est qu'on peut appliquer des politiques de grande ampleur. Alors, ça donne évidemment, appliquer une politique de grande ampleur, ça donne un air de respectabilité, mais imaginez la charge de travail que cela représente s'il faut vérifier à chaque fois que le moindre contrat de recherche suit les bonnes pratiques de recherche. Donc là, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Alors, à la base, est-ce que c'est une question de moralité ou est-ce que c'est une question de loi ? Bon, ce n'est manifestement pas une question de loi, mais il s'agit donc de ce que l'on doit faire et évidemment par effet négatif de ce que l'on ne doit pas faire pendant une carrière de chercheur. Ce n'est pas seulement pendant les 3 ans du doctorat que vous devez respecter les bonnes pratiques de la recherche, c'est tout au long de votre carrière. Parce qu'il s'agit de ce qu'on attend de vous et de ce qui est interdit et de pourquoi c'est important. Le but, c'est que vous preniez conscience que vous êtes responsable. C'est tous les jours que vous devez appliquer les bonnes pratiques de la recherche, que ce soit dans vos publications, mais aussi vos données. La conservation des données et la gestion des données font partie des bonnes pratiques de la recherche. Et enfin, le rôle, on ne saurait souligner assez le rôle des directeurs de thèse et des encadrants qui doivent aider leurs doctorants, d'abord en prenant au sérieux la déontologie de la recherche, qui n'est pas encore complètement le cas en France, mais qui commence à être le cas. Donc en répondant à vos questions sur la déontologie de la recherche et au besoin en recourant à la médiation quand c'est nécessaire, parce qu'il peut y avoir des moments où vous n'êtes pas d'accord avec votre directeur de thèse et donc il faut être tranché dans le vif. Alors, le sujet qui nous intéresse, c'est, comme je le disais, les méconduites. Donc, je rappelle qu'il y en a 2 catégories, ce qu'on appelle les fautes graves, qui sont fraude, falsification des données, plagiat. Mais aussi, on assimile aux fautes graves, et ça c'est dans le rapport Corvol, la rétention des données et les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que si vous acceptez, comme ça a été montré il n'y a pas si longtemps que ça, quand on se rend compte que les études qui montrent que le sucre n'est pas nocif pour la santé ont été financées par le lobby du sucre, il y a quand même un problème de conflit d'intérêts. L'autre problème grave au sujet des conflits d'intérêts, c'est que quand les médias s'en emparent, ça fait des ravages. Et donc, les universités cherchent aujourd'hui à les détecter avant que ça passe sur la place publique. Et puis, je pense que ce qui est le plus important, et ce sur quoi il faut vraiment insister, ce sont ces fameuses pratiques douteuses de la recherche. Donc, je vous en ai mis un certain nombre tirés du rapport Corvol. Donc, la sélection ou omission de données. On ne publie que les données qui vont dans le sens de ce que l'on veut obtenir, et on oublie les données qui sont négatives, ou on joue, par exemple, avec les fameux P-facteurs sur lesquels je ne vais pas rentrer, en ne choisissant que les expériences qui vous donnent un bon facteur, donc vous garantissent une publication dans un journal de référence. Bon. L'émiettement des publications, on va répartir son travail dans plusieurs publications.
parce que ça fait monter les facteurs les index de publication. Le mauvais usage des statistiques, j'en ai déjà parlé. La sélection biaisée des citations, donc il faut donner toutes les citations correctes. Non-conservation des données, il faut que quelqu'un d'autre puisse vérifier à partir de vos données et retrouver vos résultats. Et l'autoplagiat, qui en fait partie aussi. L'autoplagiat, c'est de se citer soi-même sans indiquer la référence. Donc ça, c'est une pratique, c'est peut-être pas aussi grave que le plagiat, mais pas loin. Et enfin, dans un certain nombre d'expériences en sciences de la vie, oubliez de recueillir le consentement. Normalement, vous ne pouvez pas faire une expérience avec des sujets humains sans avoir recueilli leur consentement éclairé ou informé. Et puis, bien sûr, j'ajoute à ça la discrimination et le harcèlement qui font partie aussi des mauvaises pratiques de la recherche. Alors, très rapidement, la loi française, que dit-elle ? Eh bien, elle dit que tout usage d'une œuvre sans autorisation, eh bien, c'est un délit de contrefaçon. Que si vous observez un délit, vous êtes tenu d'en informer votre hiérarchie. Donc, si vous observez normalement une méconduite de la recherche ou même une fraude, vous êtes censé informer votre hiérarchie, donc comment le faire, etc. Et enfin, on ne peut pas le harcèlement est puni par la loi, donc ça vous le savez tous, mais les dégradations des conditions de travail font partie des choses qui ne sont pas acceptables. Alors, pourquoi est-ce important ? Eh bien, la raison principale, c'est que le public finance la recherche et donc le public doit pouvoir faire confiance aux résultats de la recherche. Et les dernières études sur la confiance du public dans les résultats de la recherche montrent que, suivant les domaines, on passe de confiance totale à confiance très faible. En gros, sur résoudre les problèmes du cancer, où le public a plutôt confiance en la recherche. Tout ce qui va être plutôt des problèmes de société, genre OGM, ou le public n'a pas confiance. L'intégrité scientifique est la base même de la société de la connaissance. Ça, c'est aussi très important parce que c'est lié à la même idée. Nous avons le gaspillage d'argent si la recherche n'est ni reproductible ni fiable est important, et ça, c'est inadmissible. Quelques données, eh bien, on a pu montrer que seulement 36% des résultats publiés sont reproductibles de manière significative. Donc ça, vous voyez que ça pose quand même un problème pour la société de la connaissance. Et puis, dans le même ordre d'idées, retirer une publication pour fraude, donc coûtait en 2014 l'équivalent de peu près de 400 000 €, puisque $1 égale à peu près 1 € par article. Donc c'est cher, parce que pourquoi ? On ne retire pas un article comme ça, il faut faire une instruction, et puis après, il faut traiter globalement le dossier. Donc ça coûte très cher. Dites-vous bien que les cas de méconduite coûtent très cher. Je rappelle aussi pour mémoire la déclaration de Singapour dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui repose sur 4 principes: l'honnêteté dans tous les aspects de la recherche, la responsabilité dans la conduite de la recherche, et parce que vous avez, en tant que chercheur, vous avez des comptes à rendre à la société, la courtoisie professionnelle et l'équité, c'est-à-dire en particulier dans le travail en commun, et puis la bonne gestion de la recherche au nom des autres. Donc elle se décline sous forme de 14 points. Donc, je vais peut-être rentrer sur quelques-uns d'entre eux. Donc l'intégrité, on en a parlé. La méthode de la recherche, donc appliquer des méthodes qui sont reconnues et des méthodes qui sont fiables. La conservation des données dont on a déjà parlé. Le partage des découvertes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la recherche est financée par le public, les découvertes que vous faites ne doivent pas rester secrètes, elles doivent être publiées le plus vite possible. Bon, les règles de signature, qui est l'un des grands points où l'on a des problèmes. La revue par les pairs, revue des travaux par les pairs, dont Monsieur le recteur a parlé tout à l'heure. Conflit d'intérêts.
Et puis des questions comme les considérations sociales. Et j'oubliais de signaler les pratiques irresponsables de la recherche qui sont aussi importantes. Le rapport Corvol donne quelques indications statistiques sur le nombre de sanctions qui sont prises alors en France. Et avec ce titre, la détection de la fraude est difficile avec peu de saisines institutionnelles. Donc, dans ce rapport, ce qui concerne 27 universités, 8 organismes et qui, sur une durée de 4 à 5 ans, les manquements à l'intégrité, sérieux à l'intégrité de la recherche se répartissent de la manière suivante: 2 fabrications, 22 falsifications et 46 plagiats. Donc finalement, c'est le plagiat qui manifestement est le plus important dans les fraudes graves. Mais bon, on assimile aux fraudes graves donc les conflits d'intérêts, vous voyez, il y en avait 6, et les conflits de signature qui viennent juste après et qui sont même encore plus importants que les plagiats. Donc les conflits de signature, c'est vraisemblablement les manquements le plus importants. Donc les autres méconduites de recherche, c'est de l'ordre de 6 sur le nombre. Donc on est dans les mêmes statistiques, les mêmes pourcentages que ce que je vous donnais tout à l'heure aux États-Unis, c'est-à-dire 1% de fraude grave et puis entre 20 et 50%. Là, on ne sait pas exactement le nombre de pratiques douteuses de la recherche. Par rapport à ça, il y a eu seulement 24 sanctions prises et 23 non-lieux prononcés. En particulier, aucun cas n'a été transmis à la justice pendant cette période. Et aucun rapport public autour de ces cas, sauf exception. En général, c'est plutôt parce que l'attention du public a déjà été attirée par le journaliste que vous avez un rapport public. Sinon, on n'en parle pas. La raison est donnée en dessous, c'est que c'est la peur. La peur pour la réputation des institutions. Et donc dans ce cas-là, eh bien, on préfère la gestion interne avec recours à la médiation. Et en général, comme c'est fait entre pairs, on ne va pas prononcer de sanctions et on va arriver à un non-lieu. Alors, quand j'étais responsable des écoles doctorales à l'UPMC, j'ai fait ma propre statistique par rapport aux cas qui sont venus en médiation. Alors, c'est des cas, je vais vous rassurer tout de suite, ces cas, à part les 2 dont je vais vous signaler tout à l'heure, ne sont jamais sortis. Donc, ce ne sont pas des fraudes à partir du moment où ils ont été détectés avant qu'il y ait publication, des choses comme ça. Donc, nous avons eu un cas de fabrication, 2 cas de falsification des données, 2 cas de plagiat, et par contre, 2 problèmes de signature. Et ça, le problème de signature, en général, les articles sont déjà envoyés et ils ont donc ça a été ces 2 cas ont été déférés au délégué à l'intégrité de l'UPMC. Il s'agissait de quoi? Dans un cas, tout simplement, le fait que il s'agissait d'un projet de recherche européen et dans l'accord du projet de recherche européen, en annexe, on avait décrit les publications qui allaient être faites et qui serait signataire des publications. Or, il se trouve que l'un des doctorants avait fait une partie d'une publication, enfin de la recherche afférent à une publication dans laquelle il ne devait pas être signataire. Donc là, on est vraiment dans des pratiques douteuses de la recherche. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un accord disant que ça se répartira comme ça. On n'a pas le droit de retirer à un auteur de recherche la paternité de son travail. Donc les origines, eh bien, on les trouve dans le rapport Corvol, mais dans nos investigations, nous avons trouvé les mêmes types d'origines. Donc pression de publication pour terminer sa thèse. Donc, demande de financement pour obtenir un job ou une promotion. Et puis, c'est surtout des lacunes d'encadrement. Par exemple, dans le cas de fabrication de données, l'encadrement s'en est rendu compte 1 an après que les données avaient été fabriquées. Donc là, vous voyez, c'est pas normal. L'encadrement régulier aurait dû vérifier que les données étaient correctes. Donc c'est en général absence d'exemplarité d'un senior. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment le rôle des encadrants et de montrer l'exemple, parce que tous peuvent un jour franchir la ligne jaune de l'intégrité scientifique. J'ai repris ça dans le rapport Corvol. Corvol cite même des cas
qu'il aurait pu lui-même créer, qu'il aurait pu lui-même avoir, par exemple, mauvaise utilisation des statistiques. Ça peut arriver à tout le monde, mais quand on s'en rend compte, il ne faut pas recommencer. C'est ça le vrai problème. Alors, l'une des questions qui se pose, c'est quelle est l'origine des rétractations d'articles? Est-ce que ce sont des méconduites ou eh bien les dernières recherches montrent que ce sont principalement les méconduites qui sont à l'origine des publications rétractées. Les études précédentes montraient qu'il s'agissait d'erreurs, mais en fait, les dernières données, c'est l'article qui est cité ici en référence, montrent que ces 67% des rétractations sont aujourd'hui liées à des méconduites. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi les éditeurs et les employeurs ont-ils laissé faire? Alors les éditeurs envoient systématiquement la balle aux établissements, mais bon. Et la deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que les rétractations sont systématiquement liées aux méconduites? Bon, je pense que c'est peut-être aller un peu vite. En besogne, il y a quand même des erreurs, en particulier dans certains domaines. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder la répartition des rétractations par rapport aux différentes disciplines. Donc il s'agit de regarder la prévalence, le pourcentage, la représentation de chacune des disciplines, à la fois parmi le nombre de publications référencées, ça c'est l'axe horizontal, mais aussi le pourcentage des disciplines, la répartition des disciplines par rapport au nombre de publications rétractées. Donc vous voyez qu'il y a certaines disciplines qui sont au-dessus de l'axe la diagonale, donc c'est-à-dire que ce sont des disciplines où il y a plus grande proportion de rétractation que la moyenne, et puis d'autres disciplines qui sont en dessous. Donc curieusement, ou peut-être pas curieusement, parce que c'est là où l'alarme a été sonnée au départ, ce sont des disciplines autour de la santé, de la chimie, ou des sciences de la vie, qui sont celles où il y a le plus de cas. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils se comportent moins bien, ou est-ce que parce qu'on les détecte plus facilement? Je ne saurais répondre. Puis vous avez des disciplines qui sont plutôt la physique ou les sciences naturelles ou exactes, qui sont en dessous de la barre. Mais aussi les disciplines littéraires sont en dessous de la moyenne. Donc, comment former à l'intégrité? Donc, ce que disent tous les spécialistes du domaine, c'est que les règles d'éthique et d'intégrité relèvent d'un apprentissage. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on va suivre, ce n'est pas le cours que je fais aujourd'hui ou la présentation que je fais aujourd'hui qui va vous apprendre à suivre les règles d'éthique et d'intégrité, c'est la pratique quotidienne. Donc, la formation doit inclure méthodologie et rigueur scientifique, et que le doctorat, c'est ce que conclut le rapport Corvol, est le bon moment pour enseigner les bonnes pratiques, de façon à ce que vous tous, doctorantes et doctorants, appliquez rigueur et honnêteté tout au long de votre carrière. Et puis, il existe aussi un lien évident avec l'open data, parce que si les données sont accessibles à tous, eh bien, on peut vérifier derrière. Mais bon, donc le Conseil de l'Union européenne reconnaît par exemple l'importance de la science ouverte, c'est-à-dire l'open data, comme mécanisme pour renforcer l'intégrité de la recherche, mais aussi que l'intégrité de la recherche contribue à la science ouverte. Alors, quel va être le bon moment pour former à l'intégrité scientifique? Dans le rapport Corvol, finalement, la réponse est tout le temps, pendant le doctorat. Pourquoi? Parce qu'il y a des arguments en faveur de chacune des années. La première année de doctorat, c'est le moment où l'on va définir les règles de rigueur et d'intégrité. C'est le moment aussi où les doctorants sont les plus réceptifs. À la mi-thèse, eh bien, c'est le moment de rappeler aux doctorants de faire attention à respecter l'intégrité scientifique. Et puis, c'est le moment où ils deviennent vraiment confrontés aux réalités, c'est-à-dire à la difficulté de publier les résultats et même d'écrire la thèse. Enfin, en dernière année, il faut apprendre les règles de validation de la thèse et puis apprendre les standards de qualité pour la thèse. Donc finalement, il n'y a pas de bon moment, mais c'est une formation tout au long de la thèse.
encore une fois, je souligne le rôle des encadrants, donc, qui sont, comme le dit le rapport Corvol, y compris les postdocs et les chefs d'équipe, parce qu'ils doivent s'assurer que leurs doctorants appliquent les règles d'intégrité scientifique. Ils doivent être des modèles d'intégrité pour leurs doctorants, mais cela veut dire aussi qu'ils doivent être formés à cela, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. Et je rappelle que ça sera vraisemblablement une exigence future des projets européens, un peu comme ça se passe au Québec, où il faudra s'engager à avoir suivi une formation à l'intégrité pour avoir un financement européen. Quelques endroits où trouver une documentation en ligne. Il y a d'abord le comité d'éthique du CNRS qui a publié Pratiques de recherche intègre et responsable récemment, qui a été remis à jour récemment, qui est une mine d'informations pour les bonnes pratiques, et donc vous trouvez en ligne sur le site du COMETS. Et puis, ne pas négliger l'Office américain d'intégrité de la recherche, l'ORI, sur lequel vous trouvez beaucoup de documentation et beaucoup de formation également. J'en arrive à la conclusion. Donc, on observe un accroissement des méconduites avérées au cours des dernières dizaines d'années. Alors, c'est peut-être pas que le nombre total est augmenté, parce que des méconduites, on en connaît depuis Newton. On sait que Newton a fait des falsifications. Mais on en connaît depuis. Donc, mais par contre, on les détecte peut-être mieux au cours des 10 dernières années. Donc, je rappelle le rôle crucial des encadrants, qui doivent être des modèles pour leurs doctorants. Donc, c'est ce qu'on appelle le rôle de mentor, qui est très important. Le rôle crucial des écoles doctorales, entre les mains desquelles le nouveau décret sur la formation doctorale a remis la formation à l'intégrité scientifique, mais aussi le rôle des unités de recherche qui doivent s'inquiéter de ce genre des problèmes d'éthique et d'intégrité de la recherche. Voilà, je vous rappelle mes sources. Puisque la bonne intégrité, c'est de citer ses sources, c'est ce qu'on oublie un petit peu parfois. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Dominique pour cette synthèse très claire et enrichissante. Je pense qu'on se sent tous concernés. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut consacrer 10 minutes à des questions, donc n'hésitez pas. La première, lancez-vous. Merci beaucoup pour cet éclairage. Le chiffre de 1% de fraude grave, de faute grave, on va dire, ça représente quelque chose d'énorme étant donné le nombre de publications qu'il y a par an. Ça fait quoi, ça, au niveau mondial? Ça fait du... Moi, ça m'effraie, quoi. Je n'ai pas fait le calcul, j'ai repris ça dans les données. Non, je n'ai aucune idée, mais ça doit faire beaucoup, effectivement. Ça doit faire un grand nombre. Ben, vous voyez, sur les 4 années étudiées par le rapport Corvol, c'est l'ordre de pour les fraudes de mémoire, pour les falsifications, c'est l'ordre de 2. Pour les plagiats, c'est plus important. Je pense qu'il y a peut-être plus de plagiats que de... Parfois, même par inadvertance, on a oublié les guillemets. Bon, normalement, on doit les mettre, mais bon. Parce que ça compte comme plagiat aujourd'hui, si vous ne mettez pas les guillemets. Je vous incite à poser plein de questions, parce que c'est vraiment là, comme le disait Corvol quand il est venu nous présenter, nous faire une conférence à l'UPMC, c'est dans la conférence en elle-même, c'est pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est la discussion, parce que là arrivent les cas... Bonjour, merci pour cette conférence effectivement intéressante qui rappelle qu'on est dans un monde qui est très compétitif. Et justement, qu'est-ce que les institutions telles que le CNRS, la CPU et le ministère comptent faire justement pour éviter ces méconduites, sachant qu'elles sont
très lié à ce contexte compétitif dans lequel tout le monde recherche à la fois des financements qui sont rares et précieux, et bien sûr l'avancement de sa carrière. C'est un petit peu, pour moi, c'est un peu un dilemme parce qu'on nous rappelle qu'il ne faut pas faire quelque chose, mais à côté de ça, les conditions favorisent ce genre de comportement. Bien, mais comme je le disais, je pense que la première réponse, c'est que traditionnellement, on a tous en tête l'adage américain publish or perish. Ça doit disparaître. C'est ce que les académies, si vous lisez le texte publié par l'ALEA, qui est l'association de toutes les académies européennes, il faut en revenir au fait de regarder uniquement le fameux facteur H pour vérifier. Donc, par exemple, je lisais en venant dans le train que la décision de l'Europe de demander uniquement de ne compter que les publications où il n'y a qu'un seul auteur peut aller dans la bonne direction. Donc, ça évite de mettre trop de gens sur les articles. Donc, ne regardez... Mais pour l'instant, bon, je vais un peu paraphraser ce que nous disait Corvol la dernière fois, mais je me souviens qu'à l'époque où j'étais au comité national au CNRS, on dit tous on ne va pas regarder uniquement les publications, mais finalement, quand il s'agit de départager deux candidats et qui sont à peu près aussi bons, ou même il y en a un qui a l'air d'avoir plus d'idées et qui a l'air et l'autre qui est peut-être plus publié, eh bien on prendra celui qui a plus publié parce que finalement, il faut faire un rapport derrière et le rapport, il faut l'étayer avec des données tangibles. Donc, on est tous à regarder d'abord le nombre de publications. Donc, c'est là où il faut changer. Il faut... alors, des bonnes pratiques, c'est de dire que quand vous déposez un dossier, de présenter seulement vos 5 meilleures publications sur votre carrière, sur les 10 dernières années. Et puis de dire, c'est à vous de les choisir aussi. Donc ça, on va dans la bonne direction, mais c'est pas encore complètement partout répandu. Bonjour, merci pour cette conférence extrêmement intéressante. J'ai bien compris que vous parlez de la science que l'on fait à l'université et dans les institutions publiques, mais j'ai l'impression que vous avez laissé de côté, peut-être exprès, la science que l'on fait aussi du côté industriel ou dans l'entreprise. Et les normes ont peut-être d'autres manières de s'appliquer. Est-ce que vous avez aussi des conseils à nous donner, peut-être pour résister à certaines normes différentes ? Bon, dans le domaine où je travaille, de toute façon, bon, y a pas, je suis en ingénierie, il n'y a pas tellement les mêmes problèmes que... Donc je vais être obligé de citer, je vais citer ce que nous disait Pierre Corvol. Son expérience de l'industrie pharmaceutique, c'est que les standards dans l'industrie étaient beaucoup plus stricts que ceux qui existent à l'heure actuelle à l'université, en particulier le fait de tout écrire et de garder des traces de tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pénalement responsables, donc ils ont compris ça très vite. Donc de ce côté-là, la recherche industrielle, d'après lui, avait des standards de qualité de recherche, d'intégrité, peut-être un peu plus important. Là où le problème se pose, ça va être, à mon avis, au niveau des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier une recherche qui est comme indépendante si elle est financée par, je reprenais l'exemple des lobbies des sucriers, mais il y en aurait d'autres, plein d'exemples du même genre. Le tabac, par exemple, on sait tous qu'il y a eu des études financées par le tabac. Donc aujourd'hui, on vous oblige, enfin normalement, si vous publiez, vous devez indiquer les sources de financement de vos recherches. Et je sais que, par exemple, mon université veut se doter alors non seulement d'un délégué en intégrité, mais d'un responsable de la déontologie qui détecterait à l'avance
les conflits d'intérêts, ce qui est un peu compliqué. Comment on va mettre ça en place? Là, on commence à rentrer dans les systèmes excessivement coûteux. Donc voilà, on réfléchit à la manière de mettre ça en place. Donc c'est vraiment au niveau du conflit d'intérêts qu'il faut le détecter. D'ailleurs, les cas les plus importants, ceux qui ont fait la une des journaux et qui finalement créent la défiance du public pour la science, ce sont des cas de conflit d'intérêts. Je prends les exemples sur le vaccin, tous ces exemples qu'on a tous lus, ce sont des cas de conflit d'intérêts. Juste un commentaire. Oui, la recherche, ça vous l'a été dit, elle se base sur des hypothèses. Et les hypothèses, en fait, elles se basent sur la littérature, notamment scientifique. Et un des effets dévastateurs de ces méconduites, c'est en fait de voir arriver donc, dans la littérature scientifique des résultats qui sont faussés. Je dirais que le pire, ce n'est pas forcément ce qui est complètement faux, mais ce qui est à moitié vrai et à moitié faux. Et à titre personnel, je sais que donc, par le passé, j'ai engagé une thèse d'un doctorant sur des résultats de la littérature pour s'apercevoir qu'après un an, eh bien, ce qui était publié n'était pas complètement exact. C'est-à-dire que les hypothèses qu'on avait émises, en fait, elles étaient partiellement fausses. Et après, donc, il y a tout un processus qui fait qu'on est obligé de complètement réorienter la thèse parce qu'on est sur le mauvais chemin. Et tout ça, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, une perte d'énergie aussi pour les doctorants. Donc en fait, la méconduite, elle a un impact qui est communautaire, qui est assez dévastateur. Dans cet ordre d'idées, il y a aussi ça répond aussi à la question de tout à l'heure, l'une des pistes pour améliorer la situation, c'est de publier les résultats négatifs, ce qu'on ne publie pas aujourd'hui, ou ce qui est très difficile à publier, pour éviter de refaire ce qui ne marche pas. Mais là encore, je lisais aussi en descendant une conférence de quelqu'un qui a travaillé sur le sujet. Ça peut être aussi des mauvaises hypothèses, et donc le fait que les résultats soient négatifs et donc on va éviter de les reproduire, c'est peut-être aussi une mauvaise piste parce qu'il y avait une erreur à la base, erreur d'hypothèse. Voilà. Donc ça reste quand même, toutes ces solutions sont des solutions qui sont proposées mais qui ne sont pas forcément à 100%, qui vont fonctionner à 100%. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question. Quels sont les dispositifs d'entraide entre universités? Parce que donc, vous avez montré que finalement, les universités qui étaient en pointe sur la lutte contre les fraudes, les méconduites, c'était avant tout les universités américaines, d'Amérique du Nord, et l'Europe. Mais qu'en est-il pour des universités de pays qui sont moins bien dotés scientifiquement, enfin, moins bien dotés simplement, et qui donc ont peut-être plus de difficultés à détecter, parce que ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des personnes qui vont peut-être même être, comme vous l'avez dit, il va y avoir un responsable qui va vérifier s'il n'y a pas d'erreur voulue ou non voulue sur les documents. Mais qu'en est-il pour des universités, par exemple en Azerbaïdjan ou au Sénégal, qui n'a peut-être pas les moyens de se doter de ce genre de dispositif? Est-ce qu'il y a une entraide entre universités? Vous citiez l'Azerbaïdjan, ou l'Europe a des solutions. L'Europe offre par les Erasmus ou les projets de mémoire, c'est Erasmus, propose des missions dans les pays européens d'Europe de l'Est pour les aider à mettre en place des politiques responsables. J'ai été une fois en Géorgie pour le doctorat, mais on s'aperçoit que là, c'est déjà la définition du doctorat qu'il faut regarder. C'est-à-dire que chez eux, le doctorat n'est pas forcément un travail de recherche original. Donc donc c'est vraiment à la base de recommencer. Mais oui, il y a des possibilités. D'autant plus que souvent, dans ces pays, les enseignants-chercheurs ont été formés dans les pays européens. Et donc devraient connaître les règles